Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je reçois Mathilde au micro de Tweep. Mathilde adore marcher. Pour une randonnée ou un trek de plusieurs jours, quand elle part, c'est toujours avec Pisco, son border collie. Dans cet épisode, Mathilde partage toute son organisation et son matériel pour partir en pleine nature avec son chien. On parle aussi de voyager seule quand on est une femme ou encore de la vie en Angleterre avec un chien. Si cet épisode te plaît, partage-le sur Instagram en mentionnant Tweep. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Comment tu vas ? Salut Alicia, écoute, ça va super. Je suis très contente moi aussi de vivre cette expérience d'enregistrer un podcast parce que c'est une première, donc voilà, je suis contente. Ah, trop contente que tu fasses cette première avec moi. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais ta spécialité à toi, entre guillemets, c'est plutôt la rando, le trek avec ton chien, et c'est ça. Un sujet super intéressant, donc j'ai hâte qu'on discute de tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans, j'ai grandi au bassin d'Arcachon, pas du tout à la montagne. Et après ça, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris, pour les études, le boulot. Et après Paris, j'ai suivi mon compagnon qui était en formation, en reconversion professionnelle. Donc du coup, pendant 3 ans, là, on a vécu un peu partout, notamment en Espagne près de Madrid et en Angleterre près de Londres. Et du coup, je suis la maîtresse de Pisco, qui est un border collie qui va avoir 3 ans là en novembre et qu'on a adopté juste après avoir quitté Paris. Donc qui lui aussi a vécu à Madrid en Angleterre et qui nous a suivis un peu tout le temps. Trop bien, et on va en parler un petit peu aussi. Enfin, je trouve ça trop intéressant aussi d'avoir d'autres points de vue, de vivre dans d'autres pays, comment ça se passe, etc. C'est le fait d'avoir quitté Paris qui t'a donné envie d'adopter ton chien, ou fallait que tu aies quitté Paris pour adopter ton chien ? Alors, je voulais un chien depuis toute petite, parce que j'ai grandi avec un chien. Pour moi, c'est... Je me voyais pas sans chien, donc vraiment, j'attendais avec impatience. Maintenant, il fallait que j'ai le temps disponible pour m'en occuper, que j'ai les moyens aussi. Et clairement, à Paris, je trouve que c'est assez compliqué d'avoir un chien quand on n'a pas de jardin. Donc voilà, tout s'est un peu goupillé quand on a quitté Paris. Je l'ai pas dit, mais moi, je bosse 100% depuis chez moi, parce que je suis freelance. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Je suis freelance en communication. Trop bien. Et donc, on n'était plus à Paris, on n'avait pas encore de jardin, mais ça allait bientôt arriver. J'avais du temps, j'avais des sous, et j'étais tout le temps chez moi, donc c'était le bon moment pour prendre un chien. Donc, tu as adopté ton petit loup et vous êtes partis vivre donc en Espagne et en Angleterre. C'est ça. Tu as vécu combien de temps dans chacun de ces pays ? Alors, l'Espagne, ça a duré à peu près 6 mois de mémoire. C'était un peu chamboulé avec le Covid, forcément, parce que j'ai adopté Pisco 3 mois avant le premier confinement. L'Angleterre, 4 mois. Puis entre les deux, il y a eu de la France, un peu partout. C'était vraiment... on déménageait tous les 6 mois, en fait, à peu près. Donc, on n'était pas très fixés. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment c'est de vivre en Espagne et en Angleterre, plus focus sur ton animal? Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à la France au niveau de l'accessibilité, des activités, etc. Ouais, avec plaisir. Alors du coup, si je commence par l'expérience en Espagne, donc bon, Pisco était chiot quand on vivait à Madrid. Je l'ai eu quand il avait 2 mois et on a quitté Madrid à cause du confinement quand il en a eu 6, quelque chose comme ça. Donc vu que c'était encore un chiot, je l'emmenais pas toujours. On fait pas les mêmes activités avec un chiot, on va dire, qu'avec un chien adulte. En tout cas, c'était assez cool parce que à Madrid, il y a énormément de parcs en pleine ville pour les chiens. Donc souvent c'est des petits parcs pour qu'ils se défoulent, c'est pas des forêts non plus, mais vraiment en pleine ville, tous les 10-15 minutes à pied, tu vas avoir un parc canin qui ferme. Donc ça c'était vraiment super pratique, notamment pour qu'il fasse des rencontres avec d'autres chiens quand il était chiot. Souvent c'est conseillé de faire rencontrer
pas mal de chiens différents à son chiot, pour le sociabiliser. Et du coup, ça, c'était vraiment top. Et puis l'Espagne, quand on aime la rando, c'est un pays qui est top. Il y a vraiment des tonnes de possibilités. Ils ont énormément de parcs naturels avec des paysages très très variés. Donc on n'a pas fait de grosses rando là-bas parce qu'il était un peu petit, mais vraiment c'est un pays où j'ai envie de retourner pour marcher parce que vraiment il y a une diversité de paysages qui est assez importante. Donc super chouette pour l'Espagne. Et donc l'Angleterre aussi, expérience au top avec un chien. Donc j'ai regardé juste avant le podcast pour préparer vite fait. C'est en Angleterre qu'il y a la plus grande population canine d'Europe. Ils ont 12 millions de chiens. Donc, en fait, les Anglais adorent les chiens. Je sais pas trop d'où ça leur vient, tu vois. Est-ce que c'est la reine d'Angleterre avec ses corgis qui a créé le truc ou pas? Mais voilà. Donc, en tout cas, les Anglais sont très, très chiens. Et ça fait, pour moi, ça facilite, en fait, la vie là-bas avec un chien parce que... il y en a plein, c'est très facile de les avoir en liberté. Disons qu'en France, souvent, t'as plutôt des panneaux chiens interdits ou chiens tenus en laisse obligatoire. Là, les panneaux te disent pas de souci pour détacher ton chien, mais pour ça, il faut que tu respectes les règles suivantes. Et donc, ils te mettent des règles de bonne conduite, c'est-à-dire contrôler ton chien, ne pas le laisser embêter les animaux ou les promeneurs, nettoyer après lui. Eux, plutôt que d'être dans une logique un peu punitive, ils sont plutôt dans une logique préventive, en mode pas de souci pour que ton chien soit détaché. Par contre, respecte les règles suivantes. Ok, super. Enfin, voilà. Quand tu veux te balader, moi j'ai jamais vu d'endroit interdit aux chiens, en tout cas en balade. Au resto, ils sont hyper bien acceptés, même à l'intérieur, même en plein Londres. On l'a emmené une fois vraiment en plein Londres, donc on a demandé à l'amener au resto et on a eu l'impression que le serveur était presque surpris en fait qu'on lui demande l'autorisation, comme si c'était normal. Et souvent les Anglais, quand ils vont au resto avec leur chien, ils viennent avec la petite couverture, les jouets, les croquettes. Vraiment, c'est assez rigolo, quoi. C'est super mignon. Dans les transports, ils sont acceptés gratuitement et sans muselière. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très cool parce que clairement en France... ça peut coûter assez cher de prendre son chien dans le train pour qu'au final il soit couché par terre dans le couloir. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu abusé. Donc, maintenant, avec les modifications qu'ils ont fait il y a peu de temps, c'est moins cher. Ouais, c'est tout récent. J'ai pas vu les détails de l'offre, mais bon, en tout cas pour l'instant, chaque fois que je l'ai eu dans le train en France, j'ai toujours dû payer et on m'a fait remarquer. Voilà, souvent moi je prends la muselière avec moi et je lui mets pas forcément parce que c'est vraiment un chien gentil et qui fait pas peur du tout aux gens. Mais on m'a déjà dit attention, normalement il faudrait lui mettre sa muselière, voilà. Donc en Angleterre, on se pose pas ces questions-là, quoi. Ça fait partie des directives de la SNCF en France, effectivement. Ouais, donc voilà, donc l'Angleterre, super dog friendly, très facile d'emmener son chien un peu partout, et puis en plus, c'est un pays avec quand même beaucoup d'endroits naturels à explorer, souvent hyper bien balisés, indiqués, c'est-à-dire que voilà, moi je vivais dans une région qui n'était pas une région de rando, dans le sens où j'étais au sud de Londres, ça restait la campagne, voilà, un peu plate, c'était pas un parc naturel ou quoi que ce soit, mais malgré ça, rien qu'autour de chez moi, j'avais tout le temps des petits panneaux d'explication pour savoir où aller, c'était voilà, on sent qu'ils aiment en fait se balader en forêt un peu partout, et du coup il y a plein d'accès de sentiers, c'est hyper bien. Donc voilà, chouette expérience. Génial. Et il y a des petits spots comme ça que tu préfères parmi d'autres ? Moi, je suis très... j'aime beaucoup la montagne, donc l'Angleterre, c'était parfois un peu plat à mon goût. Mais je suis testée, on va dire, 3 parcs nationaux. Donc, je suis allée une fois dans le Peak District en Angleterre, qui était très sympa. En numéro 2, donc je suis allée au Pays de Galles, donc c'est juste à côté de l'Angleterre, dans le parc de Brecon Beacons. Là, c'est vraiment super beau. Pour le coup, c'est très, très différent des montagnes françaises, entre guillemets. C'est vraiment sympa. Et puis, j'ai fait aussi une très belle rando là-bas, cette fois en Écosse. Donc, j'ai fait la West Highland Way, qui est une rando d'à peu près une semaine.
qui traverse les Highlands notamment. Et donc voilà, on s'est fait ça avec Pisco, une semaine de marche en Écosse. Donc ça, c'était top. En plus, c'était la petite mascotte des autres marcheurs, donc une chouette expérience. Du coup, ça nous fait une très belle transition pour parler de la rando. Comment toi, t'as commencé la randonnée ? Alors, j'ai commencé la rando sans chien, quoi. Je m'y suis mise petit à petit. Je pense qu'un peu comme toi, comme tu m'as dit au début de l'épisode, j'avais tendance quand j'étais ado à penser que c'était un truc de vieux. Et ça me saoulait particulièrement de marcher avec mes parents. Et puis je sais pas pourquoi, petit à petit, je me suis mis à aimer ça. Donc ouais, voilà, j'ai commencé déjà sans chien. Et donc pourquoi j'aime ça ? Déjà parce que en rando, tu peux aller dans des endroits où tu ne peux pas aller autrement. Je veux dire, il y a des endroits, tu n'iras que à pied, en fait. Ça passe pas en voiture, bien sûr, et même à vélo, parfois, c'est trop escarpé en VTT. Donc déjà, tu as accès à des spots naturels juste sublimes et tu ne peux y aller que à pied. Ça me parle complètement, ça, parce que je suis à La Réunion, et ici, typiquement, tu as le cirque de Mafat. Il n'y a pas une voiture dans Mafat, donc si tu veux aller découvrir cet endroit, faut marcher. C'est ça. Du coup, premier truc qui m'a fait aimer la rando, c'est ça. Le deuxième point que j'adore en rando, c'est que tu as souvent de belles chances de croiser des animaux sauvages. Donc j'ai toujours aimé les rencontres avec les animaux. Et c'est vrai qu'en rando, tu peux... Bien sûr, on pense aux chamois, aux bouquetins, etc. Mais ça peut être aussi un petit renard. Souvent, tu vas croiser des animaux et ça j'aime bien. Le troisième truc que j'aime avec la rando, c'est le côté effort physique, dépassement de soi, qui est présent. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est dur, c'est fatigant. Même moi qui en fais plein, ça n'empêche que je suis quand même parfois épuisée dans les montées ou dans les descentes. Et voilà, ça peut être très dur, mais on a une espèce de satisfaction à la fin d'une journée. Voilà, on se sent vivant, on a le corps qui a bossé, et puis c'est naturel de marcher, c'est un mouvement qui est naturel pour l'homme, quoi. C'est clair, et je trouve aussi qu'à la fin de ta journée, là, quand tu poses ta tente, ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, tu peux l'avoir, mais dans des trucs que tu aurais jamais si t'étais dans ton quotidien, tu vois, je veux dire, juste ta soupe lyophilisée qui normalement est dégueulasse, t'es là, ça te fait trop du bien, ça te réchauffe et t'es trop content de l'avoir, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est un autre point. Enfin, tu vois, j'en ai encore deux autres sur pourquoi j'adore la rando. Moi, je mets aventure, adrénaline / méditation. C'est-à-dire que il y a parfois en rando, j'ai des coups de stress, en fait, soit je me fais un peu peur parce que j'ai glissé dans les cailloux. Voilà, je pars vers l'inconnu. Quand je ferme ma voiture et que je pars toute seule avec ma tante, j'ai un petit coup de stress en me disant « Oulala, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Alors ça se passe toujours bien, mais voilà. Donc il y a ces petits picotements d'aventure qui sont chouettes, que j'ai un peu que là-dedans. Et à contrario... je me suis rendu compte, à force de marcher, que ça s'apparentait à de la méditation. J'avais essayé, un peu comme tout le monde, j'imagine, de faire de la méditation, parce qu'on dit que c'est bien de méditer, je sais pas quoi, enfin, des trucs de développement personnel, là. Et j'avais téléchargé l'application Petit Bambou, donc qui te guide pour méditer en tailleur chez toi. Et en fait, vraiment, j'ai pas tenu, parce que moi, rester assise sans rien faire, en laissant mes pensées venir et repartir... sans me focaliser sur elle, vraiment ça me parle pas, hein. L'immobilité, je peux pas, donc j'ai arrêté assez vite la méditation avec Petit Bambou. Bon, c'est pas pour cracher sur Petit Bambou, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment, mais voilà, moi ça me convenait pas du tout de rester assise. Oui, et puis au-delà de l'application ou quoi, c'est surtout l'approche qui te parle pas à toi, forcément. Voilà, mais par contre, je me suis rendu compte quand je marche, finalement, je suis dans mes pensées, mais sans non plus penser à des trucs précis, en fait. Et finalement, je me suis dit, mais c'est ça l'état dans lequel Petit Bambou voulait que je sois, c'est-à-dire de penser à rien, tout en pensant à plein de trucs. Donc voilà, la marche, c'est aussi un moyen de méditer, même si j'ai pas fait ça pour ça à la base. Donc voilà, du coup, je me suis un peu laissée emporter, mais voilà pourquoi un peu j'ai commencé la rando.
Enfin bref, donc je marchais sans chien, j'aimais ça. Tout naturellement, quand j'ai pris mon chien, voilà, moi je voulais l'emmener le plus possible avec moi. Donc j'aimais déjà marcher en fait, et c'était sûr que j'allais emmener mon chien marcher. Donc ça a joué un petit peu sur le choix de la race, parce que du coup, ouais, j'ai dit Pisco, c'est un border collie. C'est une race que je connaissais parce que mon papa en avait déjà une, et donc c'est vrai que je voulais un chien qui soit capable de suivre en rando, même sur des longues durées, long dénivelé. Et donc, on s'y est mis un peu tous les deux avec Pisco quand il a eu 1 an et demi. C'est aussi très important de laisser le temps à ton chien de grandir, etc. Ouais. Et de ne pas lui faire trop d'activités quand il est encore jeune et en pleine croissance. Ouais, c'est ça. Globalement, il faut atteindre la fin de la croissance. Donc, pour les races de taille moyenne, ça va être 1 an et demi à peu près. Et puis, même si le chien a atteint sa croissance, il faut bien sûr commencer la rando petit à petit. Bah ça, de toute façon, même un chien adulte, et un humain, c'est pareil. Tu vas pas commencer par marcher 30 km avec 5000 de D+, si t'en as jamais fait. Enfin, ton corps, il va pas aimer ça. C'est ça, ouais, faut s'entraîner petit à petit. Donc bah, c'est ce qu'on a fait avec Pisco. La première fois, on est parti pour 2 jours et 1 nuit. C'était super, mais j'avais un sac hyper lourd, et donc j'ai vraiment souffert. Ensuite, on est reparti, je crois, 3 jours. Donc la première fois, c'était dans les Pyrénées. La deuxième fois, on est parti dans le Morvan 3 jours. J'avais réduit le poids de mon sac. À nouveau, c'était top, et j'ai pu voir des petits points d'amélioration. Et puis à nouveau, on est parti, je sais même plus dans quel ordre, mais voilà, on augmentait petit à petit les durées et les distances jusqu'à atteindre, donc le plus long qu'on ait fait jusqu'ici, c'est donc la West Highland Way, qui est une randonnée de 7 jours en Écosse. Et cet été, on a aussi passé 7 jours sur le Tour du Mont Blanc. Donc on l'a pas fait en entier, on a fait que 7 jours sur les 10. Mais voilà, pour l'instant, c'est les plus grosses randos qu'on ait fait à 2. Trop bien. Avant de parler de ton organisation et de ce que t'emmènes, etc., j'aimerais bien faire un petit focus sur qu'est-ce que c'est de partir seule, en étant une femme, en randonnée. Parce que je sais que ça peut poser problème à beaucoup. De faire ça toute seule quand on est une femme, ou des fois même quand on est un homme, mais de manière générale, c'est un sujet qui concerne souvent plus les femmes. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ça, des craintes ? Déjà, pour répondre à est-ce que j'ai déjà eu des problèmes en randonnée en étant seule, jamais. Voilà. Moi, je me suis déjà fait embêter en tant que femme par des hommes qui avaient sans doute des petits soucis. C'était toujours à Paris, ou globalement toujours en ville, en fait. Voilà, j'ai jamais eu de soucis en rando. Mon papa dit un truc que j'aime bien, c'est il dit que les fous ne sont pas dans la nature. Il dit les gens qui ont des problèmes, en fait, ils sont dans les villes, dans la forêt, dans la montagne. En fait, il y a personne, quoi. Donc non, j'ai jamais eu de soucis. J'ai déjà eu des petites craintes. Une fois, j'étais toute seule sur un sentier en Bretagne. J'ai croisé un trailer. Donc vraiment, ça faisait peut-être 1 heure que je marchais seule, et c'était un sentier à flanc de falaise. Et donc je croise cet homme, ce trailer, qui vivait sa vie, en fait. Et j'ai eu pendant 2 secondes une petite pensée en me disant « Oh là là, mais si ce gars, il voulait m'embêter, je suis à flanc de falaise, toute seule. » Voilà, en plus, j'avais même pas Pisco à cette époque. Mais bon, j'ai repoussé cette pensée parce que je me suis dit « Mais ce gars, il est juste en train de faire du trail, en fait. » Il s'en fout de toi complètement. Donc non, voilà, vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Après, le fait de randonner seule, de dormir seule sous la tente, même si pour le coup, ça, c'est toujours avec mon chien, je pense que c'est venu aussi petit à petit. J'ai un van aménagé, donc au début, je faisais pas mal de voyages en van où je faisais des randos à la journée, et le soir, je dormais dans mon camion. Donc rien que ça, hein, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas peur de dormir dans ta voiture toute seule ?» Je disais, la voiture, elle est fermée à clé. Si j'ai un souci, au pire, je démarre en pleine nuit en pyjama et je m'en vais, tu vois.
Donc, mais peut-être que ça m'a aidé effectivement à franchir des étapes pour pas avoir peur. Et donc ensuite, pour moi, le chien, c'est un facteur de sécurité, c'est vrai. Moi, je sais que mon chien est super gentil et qu'il fera jamais rien à personne, mais je pense que ça peut dissuader, ça peut aider peut-être. Et après, je pense qu'il y a quelques règles à suivre. J'essaye, quand je vais planter ma tente, de pas la planter, qu'on me voit pas mettre ma tente si je suis seule, que je sois pas visible d'une route notamment. Voilà, je m'écarte des chemins de randonnée et je pars en fait. Donc soit je vais dans les bois, soit je monte au sommet d'une petite colline et je la plante derrière la colline. Donc souvent en fait, on va juste même pas me voir tout simplement. Donc si je peux, je me cache. Et si je peux pas, je m'auto-rassure en me disant que, à nouveau, les gens qui sont en train de randonner, ils sont pas là pour agresser des filles, ils sont juste là pour faire de la randonnée. Je sais pas si c'est hyper rassurant, ma réponse. Voilà. Et après, à la question, je sais qu'on me demande parfois, est-ce que tu emportes du bonbon au poivre ou des trucs comme ça là pour se défendre? Moi, je dis non. De toute façon, si t'as ta bombe au poivre, elle va être au fond de ton sac, il faut être prêt à dégainer, il faut être sûr de pas se la mettre soi-même dans les yeux. Enfin, en fait, je trouve ça fait plus peur de se dire, tiens, je vais partir armée, entre guillemets, parce qu'il risque de m'arriver quelque chose, plutôt que de se dire, bah non, il va rien m'arriver, pourquoi est-ce que j'emporterais de quoi me défendre, quoi. Voilà. Et dernier point, une fois que la tente elle est plantée et que tu dors sous ta tente, personne ne sait qui est sous la tente en fait. Les gens ils savent pas si c'est une fille, un homme musclé ou quoi, donc bon. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai construits pour me rassurer, mais non, vraiment il m'est jamais rien arrivé. Après, c'est sûr que dormir sous la tente, ça fait un peu peur, surtout quand on n'a pas l'habitude. Rien qu'en fait, les bruits de la forêt ou de la montagne et des animaux Il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit, donc ils font du bruit. Et puis d'un coup, dans le noir, on a l'ouïe qui se décuple parce qu'on voit plus. Donc on peut vite monter en pression, avoir l'impression d'entendre des choses. Un chevreuil qui marche, ça peut faire des bruits de pas, tout simplement. Donc on peut vite se stresser, mais bon, ça j'ai l'impression que ça vient petit à petit. Pourquoi pas s'entraîner et dormir dans son jardin déjà, et puis à nouveau avoir son chien avec soi, son toutou, ça rassure quoi. Il fait des câlins sous la tente, lui il est pas stressé, donc on se dit il est pas stressé, il y a pas de raison que je sois stressée. Donc voilà. Trop bien. Ça peut paraître pour une question entre guillemets bête, mais je trouve que tu as un bon exemple justement de ça, et ça peut être intéressant d'avoir des retours de ce type-là pour se rassurer, et pourquoi pas se lancer aussi, ne serait-ce que une petite rando toute seule, et au fur et à mesure, comme tu disais, petit à petit, se forger notre propre confiance et aller un peu plus loin dans ce qu'on a envie de faire. Ouais, et puis il y a autre chose, je viens de penser là à quelque chose pour quelqu'un qui aimerait se lancer, à dormir sous la tente seul avec son chien. Par exemple, il y a beaucoup de refuges en montagne qui vont pas accepter les chiens dans les dortoirs, mais qui par contre acceptent que tu plantes la tente à côté. Donc ça, c'est un super moyen parce que tu dors sous la tente, tu es à côté du refuge, donc c'est rassurant. En plus, souvent, tu peux prendre ton repas au refuge, donc ça t'enlève une partie de la logistique, de se dire il faut que je porte à manger, que j'ai mon réchaud, etc. Donc voilà, planter la tente à côté des refuges, dans le jardin des gens éventuellement, ou tout simplement commencer la rando et dormir dans des gîtes ou des choses comme ça. Il y a des gîtes qui prennent les chiens, donc c'est un peu d'organisation de se préparer, mais... il y a des moyens, pour pas direct partir une semaine sous la tente, en bivouac sauvage tous les soirs. On peut commencer comme ça. Complètement, trop bien. Merci beaucoup. Et justement, donc tu parlais d'organisation de logistique avec la nourriture, etc. Toi, de manière générale, quand tu pars en trek, donc avec au moins une nuit,
qu'est-ce que tu emmènes avec toi, donc que ce soit pour toi et pour ton chien? Alors, pour la question du matos, j'avoue que j'ai préparé quelques notes pour être sûre de rien oublier. Déjà, si je regarde le matériel pour mon chien, il a un harnais qui est adapté à la traction, c'est-à-dire, moi je prends un harnais de canicross tout simplement, parce qu'il y a des moments où il va être attaché. Moi, c'est un chien qui marche pas très bien en laisse, parce qu'il est pas souvent en laisse, donc il a tendance à tirer. Et du coup, s'il me tire, c'est mieux qu'il ait un harnais adapté à la traction pour être sûr que lui, ça le blesse pas, quoi, de me tirer comme ça. Donc, il a un harnais adapté. Ensuite, moi j'ai un baudrier et j'ai une laisse de randonnée. Donc pourquoi ça? Donc même s'il n'est pas toujours attaché, il y a des moments où c'est obligatoire qu'il le soit dans certaines régions. Donc il faut pouvoir l'attacher quand même. Et avoir le baudrier, ça permet d'avoir les mains libres. Donc ça c'est hyper important en rando parce qu'éventuellement tu as besoin de tes mains pour t'équilibrer ou pour marcher avec des bâtons. Et puis ouais, le tenir à la main, moi je trouve ça hyper galère. Le baudrier c'est très confortable parce qu'il est attaché à la taille et donc en plus il va un petit peu potentiellement te tirer dans les montées. Et la laisse en fait c'est juste une laisse élastique comme dans le reste des sports canins. Ça permet d'amortir les chocs s'il y en a. T'as envie de partager celui que tu utilises s'il te plaît particulièrement? Ouais, pourquoi pas. Moi j'ai le matos de la marque Non-Stop Dogwear. C'est une marque norvégienne, donc c'est un peu le pays des sports canins, notamment du traîneau, quoi. Et donc c'est du matos qui vaut un peu cher, mais pour le coup qui bouge pas, quoi. Pisco il a son harnais depuis c'est 1 an. Donc ça fait 2 ans qu'on l'utilise 4-5 fois par semaine parce que je fais aussi du canicross et il est toujours en top état. Et puis c'est un harnais qui est réglable en fait en plein de points différents pour être vraiment bien réglé sur le chien et vraiment à sa taille. Là, au début j'avais un harnais qui était un peu un inland 10 qui était moins réglable et il était un peu grand finalement. Donc ça c'est super important pour le coup d'avoir le harnais à la bonne taille pour son chien. En plus, ils ont plein de tutos pour savoir comment bien le régler, bien choisir la taille et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment une super marque. Donc, ouais. Et donc, je disais la longe élastique. Donc, à savoir que j'ai ma première rando, je suis partie avec une longe en biotane de 10 mètres, qui sont plutôt des longes pour faire de l'éducation. Parce que je me disais, mon chien, il a besoin il sera content d'avoir 10 mètres pour se balader tout autour, etc. Et en fait, c'était un enfer parce qu'elle se coinçait dans les rochers tout le temps. Elle se prenait dans les racines, dans mes pieds, enfin vraiment c'était horrible. Donc je conseillerais des longes un peu plus courtes pour marcher. Voilà, la mienne elle fait 3,8 mètres précisément. Oh, c'est déjà une longue laisse. Ouais, j'ai choisi quand même de le laisser un peu renifler partout, mais bon, elle est faite pour ça et franchement elle est pratique, quoi. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le matos de base pour le chien. Ensuite, si on part sur des treks plus longs, notamment en itinérance, donc plusieurs jours d'affilée, il y a du matériel supplémentaire à prévoir. Donc il y a sa nourriture et son eau, tout simplement. Donc les croquettes et l'eau, alors on va pouvoir se ravitailler en cours de route, mais en tout cas il faut une gamelle pliable pour pouvoir éventuellement recueillir de l'eau et le faire boire. Et puis pour lui donner ses croquettes. Je prends toujours aussi des petits sacs à crottes, même si c'est pas la partie la plus marrante. S'il fait en plein milieu du sentier de rando, franchement c'est pas cool pour les autres personnes, donc j'essaie de ramasser, quoi. Et après, il y a aussi plusieurs choses que je prends moi. Je prends toujours des petits chaussons de protection pour les coussinets. Je lui mets pas de base pour aller marcher, mais je les ai au cas où il s'entaillerait un petit peu un coussinet, au cas où je sens qu'il a les coussinets qui commencent à vraiment
à devenir un peu plus abîmé. Voilà, ça m'a servi cet été, notamment dans le massif de Beldon, qui est un massif très rocailleux, où il a eu les coussinets presque limés quoi, par les rochers. Donc j'ai vu que ça lui faisait du bien, en fait, je lui ai mis, il se sentait plus à l'aise pour marcher. Et enfin, moi, il a un petit sac de bas, donc des petites sacoches tout simplement, pour m'aider à porter une partie du poids quand on part plusieurs jours. Donc pour le coup c'est la marque Roughwear que j'ai. Donc il faut savoir que le chien il peut pas porter énormément de poids, il peut porter souvent on recommande maximum 10% de son propre poids. Donc puisqu'il fait 19 kg, donc ça fait 1,9 kg, mais c'est pas 1,9 kg de croquettes parce qu'il faut prendre en compte le poids du sac, etc. Donc c'est pas tant que ça. Après ça peut aider. 2 kilos dans un sac, enfin c'est toujours ça. Hein. Ouais, c'est toujours ça. Et donc, à nouveau, hein, le sac, on l'entraîne petit à petit. On fait d'abord des balades avec juste le sac vide. Ensuite, on fait des balades avec 500 grammes de chaque côté. Et puis, comme ça, on augmente petit à petit. Donc voilà, ça, moi, c'est mon matos pour mon chien. À nouveau, en ayant fait pas mal de rando, on a trouvé ce qui fonctionnait pour nous. Je sais qu'il y a des gens qui vont prévoir un duvet pour leur chien pour la nuit, un tapis de sol, éventuellement un manteau. Moi, c'est une race de chien à poil long, qui est assez rustique. Je fais pas non plus des randos par -5. Donc, personnellement, je trouve que ça peut être un peu du marketing, tous ces trucs-là qui vont être conseillés par les marques de caniers rando. Maintenant, si on a un chien à poil ras, clairement, il peut vite avoir plus froid qu'un chien à poil long. Donc, ça, à nouveau, faut un peu se tester. Mais voilà, je pense que si mon chien, je voyais vraiment qu'il avait froid pendant une nuit en bivouac, je pourrais éventuellement lui mettre ma doudoune à moi. Alors que acheter du matos qui coûte très cher en n'étant pas sûr que ça va servir et qui rajoute du poids dans le sac, voilà, ça faut voir, faut se tester. Donc voilà pour le matos pour le chien. Dernier truc que personnellement je n'ai encore jamais testé mais qu'on m'a conseillé, c'est un sac de portage pour son chien dans le cas où il se blesserait. Personnellement, j'en ai jamais pris parce que je fais pas non plus des randos trop techniques. Je fais des randos durs, je veux dire physiquement, mais les sentiers, je suis pas non plus sur des crêtes, dans des pierriers, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que si le chien se blesse, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le porter ? Donc je sais qu'il existe un sac, en fait, tout simplement pour pouvoir le porter facilement si on a besoin de le rapatrier. Donc ça, c'est le matos du chien. C'est déjà assez long. Ensuite, il y a le matos pour l'humain, on va dire. Donc, si je suis sur une rando avec du bivouac sauvage, déjà, j'ai le matériel pour dormir. Donc, j'ai ma tente, un matelas de sol et un duvet. Le matelas, ça va servir déjà à s'isoler du sol pour avoir moins froid et puis pour que ça fasse un peu moins mal au dos quand même. Ensuite, j'ai du matos pour cuisiner. Donc, alors, moi, j'essaie vraiment d'être toujours le plus léger possible, donc c'est pas de la grande cuisine, hein, mais j'ai un tout petit réchaud, j'ai 2 petites tasses, un opinel et une fourchette qui fait cuillère, et une gourde, c'est tout. Donc ça va être pour cuisiner. J'ai une mini pochette que j'appelle santé/hygiène. J'ai un tout petit morceau de savon que je coupe avant de partir. Bon, brosse à dents bien sûr, dentifrice bien sûr. 2 Doliprane si vraiment j'étais malade, mais en vrai j'ai aucun médicament sur moi. Non, mais le Doliprane, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je suis partie faire un trek de 3 jours. J'avais vu mes Doliprane, je me suis dit, oh, pas utile. Je me suis tapé une migraine pendant 2 jours sur les 3. Ouais. J'aurais aimé les avoir pris. Ouais, c'est le seul médicament que j'emporte, moi, c'est 2 Doliprane. J'ai des compides pour les ampoules, là, les pansements qui sont faits pour ça sauve la vie, hein, clairement, faut en avoir. J'ai de la crème solaire, j'ai du Micropure pour désinfecter l'eau. Donc le Micropure, je sais pas si c'est un médicament, mais ça, en gros, c'est des petits comprimés qui vont tuer toutes les bactéries dans l'eau. Donc comme je me ravitaille souvent dans des sources qui coulent dans la montagne ou voire même dans la forêt, parfois je me ravitaille avec l'eau que je
de l'eau presque un peu boueuse, quoi. Donc ça dépend ce que je vais trouver. Du coup, le micro-pur, ça va permettre de tuer la plupart des bactéries, des virus qui pourraient être dans l'eau. Un tire-tique pour le chien. Et puis un tout petit tissu de 30 cm pour me sécher. Donc bon, faut savoir qu'en rando, on se lave quand même pas beaucoup, on va pas se mentir. Sur des randos vraiment longues d'une semaine, je vais prendre des échantillons de shampoing par exemple que je chope à la pharmacie pour me laver une ou deux fois les cheveux. Mais en tout cas, sur des randos de 3-4 jours, parfois je me lave pas. Enfin, je prends pas de douche, quoi. Je vais me débarbouiller, mais... Voilà, donc du coup, peu d'affaires pour cette partie-là. Voilà, juste pour revenir sur la partie santé, sécurité, c'est vrai que la première fois que je suis partie en rando, j'ai demandé des conseils. Moi, je me voyais partir avec une trousse de secours, des bandages, tout un tas de trucs en cas de blessure. Et j'en ai parlé avec quelqu'un qui marche beaucoup aussi, et lui m'a dit, écoute, ça va peser très lourd dans ton sac versus la probabilité que tu te blesses vraiment, qui est assez faible, d'autant que si tu te blesses, est-ce que tu seras en capacité de toi-même te faire un bandage? En vrai, moi je sais pas faire les bandages. Et en plus, il m'a dit, si tu pars sur des sentiers de randonnée un peu fréquentés, tu vas toujours quand même croiser des gens à un moment ou à un autre qui seront en mesure de t'aider. Donc lui m'a dit, je te conseille de pas te charger. Et pour l'instant, je touche du bois, mais je me suis jamais blessée en rando, donc, donc voilà. Et enfin, pour finir à la liste de l'équipement, forcément, je vais avoir une paire de chaussures de rando et une paire de bâtons de trekking et des tongs pour le soir. Les bâtons, je les conseille vraiment pour notamment se rassurer en descente. Moi, c'est principalement... Alors, pour moi, ça m'aide tout le temps, mais vraiment, je sais qu'en descente, je suis pas très bonne, j'ai pas le pied très sûr. Alors, avoir un bâton dans chaque main, ça permet, dans des descentes un peu pentues, de se rassurer. Puis, ça va aussi aider en montée. En montée, bien sûr. Et après, au niveau des fringues, alors, je sais pas si je te fais toute la liste de mes fringues, mais bon, globalement, pour la sécurité, il faut toujours avoir du chaud et de quoi se protéger contre la pluie. Donc ça va être tout simplement une doudoune et une veste coupe-vent imperméable. Après, moi je vais avoir... en fait, j'ai une tenue de jour et une tenue le soir. Donc le jour, ça va être t-shirt, short ou pull si en fonction de la saison. Et le soir, collant, un autre t-shirt. Voilà. En gros, j'ai 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes, 2 culottes et une pour la journée, une pour le soir, quoi. Je pense que j'ai fait à peu près la liste. Il y a d'autres petites choses que je n'ai pas forcément dit, tu vois, lunettes de soleil, casquette, etc. Mais bon... Et puis, il y a plein de ressources sur Internet. Si vous avez envie de vous lancer, de vous taper liste de sacs randonnée 3 jours et vous allez trouver plein de listes qui sont faites par des gens qui sont très bien. Vous piochez dans les listes et puis vous faites la vôtre. Vous serez toujours trop chargé au début. Je pense que toutes les personnes qui ont commencé à marcher ont marché avec des sacs trop lourds au début et puis petit à petit on s'allège, quoi. Voilà pour ce qui est du matos. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises tes sorties ? Ouais, carrément. Donc, déjà, je réfléchis tout simplement dans quel coin de France j'ai envie d'aller. Tout simplement parce que la rando, c'est pas que en haute montagne. Hein. Y a des randos magnifiques sur les littoraux français. Je pense par exemple au GR34 qui est le sentier des douaniers en Bretagne. C'est hyper beau, je crois qu'il fait 2000 km et voilà, c'est pas de la haute montagne. Donc moi je réfléchis par rapport à la région, mes envies du moment, ce que j'ai vu des articles qui ont pu m'inspirer sur tel ou tel massif. Et donc ensuite le premier truc que je vérifie, c'est est-ce que je vais pouvoir y aller en fonction de la saison. Bien sûr, en plein hiver, aller marcher en haute montagne et dormir sous la tente, c'est un peu compliqué en fonction des températures. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va plutôt être de la raquette et des nuits en cabane, quoi. Donc je vérifie si c'est possible en fonction de la saison, et après je vérifie si c'est possible pour mon chien. Donc pour le chien, il y a 2 trucs à regarder. Il y a déjà les autorisations, et après il y a le terrain. Du coup, les autorisations... Donc il faut savoir qu'en France, il y a des parcs régionaux et des parcs nationaux.
En général, la règle générale, à nouveau, c'est un peu compliqué. Les parcs régionaux, en général, c'est autorisé. Les parcs nationaux, c'est souvent autorisé, mais pas toujours. Et quand c'est autorisé, souvent, il y a une zone qu'ils appellent cœur de parc, qui là est interdite. Voilà. Et en plus de ça, il y a des réserves qui peuvent être dans les parcs régionaux ou qui peuvent être pas dans un parc, juste une réserve, où là, souvent, c'est interdit. Donc, voilà, il faut se balader. Déjà, il y a les sites des parcs régionaux, les sites des parcs nationaux. Il y a toujours un site qui va renseigner sur la réglementation. Si on a un doute, on peut appeler l'office du tourisme. Souvent, ils savent très bien nous dire là oui, là non. Donc voilà, il faut regarder si c'est donc autorisé aux chiens. J'insiste juste, si c'est pas autorisé aux chiens, franchement, n'y allez pas avec votre chien. Parce que... Pourquoi ? Parce que sinon, ça finira par leur être interdit partout. Et donc, ça serait très dommage qu'il y ait encore plus d'interdictions pour les chiens en France. Donc voilà, vraiment, si c'est pas autorisé aux loulous, bah... C'est chiant, mais n'y allez pas, quoi. Soit vous le faites garder, soit vous renoncez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder encore, du coup, quand on veut randonner avec son chien ? C'est cette fois ce que j'appelle le terrain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des randos qui leur sont autorisés, mais qui vont être complexes pour eux. Je pense notamment à certaines randos où il peut y avoir des échelles, il peut y avoir des ponts de singes. J'ai déjà vu des ponts au-dessus de torrents qui étaient en furie, et donc j'ai vu des chiens qui avaient une peur panique de traverser ce pont, et ça pouvait être un peu galère du coup. Je pense aussi aux pierriers. Ça nous est arrivé à Beldon. Donc les pierriers, c'est des zones hyper caillouteuses. Ça peut être soit des tout petits cailloux qui vont vachement glisser sous les pieds, soit au contraire des grosses pierres où il faut un peu sauter de pierre en pierre. Et du coup, nous, ça nous est arrivé cet été. On s'est retrouvés dans un énorme pierrier où Pisco a été trop petit, tout simplement, pour sauter de pierre en pierre. Et du coup, j'ai dû le pousser, j'ai dû le porter. Ça a été vraiment une grosse galère et ça a été très, très dur pour lui. Et donc, voilà, même si j'ai pas mal de rando à mon actif, je m'étais pas rendu compte de cette difficulté-là avant de partir. Donc, on a dû la faire parce que c'était... fallait bien qu'on passe, en fait, vu que c'était notre itinéraire, mais vraiment, ça a été dur. Donc, dernier point à vérifier sur le terrain quand on veut randonner avec son chien, ça va être la présence potentielle d'animaux. La plupart des terrains en montagne sont aussi des lieux de pâture. Donc, il peut y avoir soit des moutons, et qui dit mouton dit souvent patou, donc chien de protection de troupeau. Et il peut aussi y avoir des vaches. Et donc, il faut être au courant s'il y en a ou pas. Par exemple, si on a un chien qui est réactif et qui a des patous, ça peut être un peu compliqué parce que le patou va souvent venir vers vous pour identifier qui vous êtes, en fait. Et donc, c'est sûr que si on a un chien un peu réactif, faut pas que ça peut... Je sais pas si ça partira en bagarre ou pas avec le patou, mais bon, ça peut être compliqué. Et les vaches, en général, il n'y a pas de patou pour protéger les vaches, mais par contre, les vaches en elles-mêmes peuvent être dangereuses, surtout quand elles ont leur veau. Elles peuvent vachement protéger leur veau. Donc, ça, voilà, il y en a, par exemple, j'ai beaucoup marché en Auvergne où il y a des salers qui sont connus pour être un peu coquines. Ça m'a parfois obligée à faire d'énormes détours pour contourner le troupeau parce que j'étais avec mon chien et donc ça m'a un peu complexifié la tâche. Donc voilà, ça c'est quand on veut s'organiser. Donc d'abord vérifier si c'est possible en fonction de la saison, de la réglementation et du terrain. Une fois que je me suis dit ok, tout roule, ça va être un bon endroit pour aller marcher, donc là je vais chercher des idées d'itinéraire par rapport au nombre de jours de congé que j'ai devant moi. Donc pour ça je vais chercher... Je vais soit regarder sur la Fédération française de randonnée, tout simplement. Je vais chercher sur des blogs. En fait, souvent, je tape le nom du massif plus rando X jours. Et je vais trouver pas mal d'idées comme ça. Donc voilà, quoi, tout simplement. Et une fois que j'ai mon itinéraire, là, je vais regarder où est-ce que je peux me ravitailler en eau et en nourriture.
parce que c'est très rare. Voilà, en fait, la nourriture, même lyophilisée, ça va vite peser lourd dans le sac s'il faut en emporter pour plusieurs jours. Donc le plus simple pour moi, c'est d'acheter au fur et à mesure sur son parcours de quoi manger. Et pareil pour l'eau, je vais regarder est-ce que je croise des rivières, est-ce que je croise des villages. En gros, j'essaye d'avoir un ordre d'idée de où est-ce que je peux me ravitailler. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je vais préparer mon sac et puis go quoi. Trop bien. Enfin, je pense que t'as soulevé des points super importants auxquels on pense pas forcément quand on commence, donc super intéressant. Et t'as prévu des prochaines balades ? Ouais. Justement, là, il y a le week-end du 11 novembre qui arrive, donc je pense que je vais aller dans les Vosges. C'est pas encore déterminé, mais je pense qu'on va partir 3 jours, du coup, sous la tente. Là, je suis en phase de repérage de l'itinéraire et notamment de l'accessibilité parce que je me rends pas compte, vu qu'on est en novembre, si ça passe encore à niveau température. Et voilà, j'aimerais éviter la neige quand même. Donc ouais, on a ça sous le coude. Et puis après, ça va être pas mal de petites aventures, principalement sur des week-ends. J'ai pas de grosses randos de prévues parce que mine de rien, l'hiver, ça calme un peu les projets parfois. J'ai une ressource qui est assez chouette pour trouver des idées de rando aussi. Je leur fais de la pub. Je bosse pas du tout avec eux, hein, mais c'est assez cool. Donc c'est le magazine Les Others. Ils ont édité une carte de micro-aventure en France avec 50 idées de rando à pied et 50 idées de rando à vélo. Et je me l'étais acheté il y a quelques mois, j'avais pas forcément regardé. Et là, en commençant à chercher pour le week-end du 11 novembre, au final, j'ai trouvé 4 ou 5 idées qui sont sur 2-3 jours max. Et qui sont pas forcément en haute montagne, donc possible aussi cet hiver. Donc il faut que j'étudie tout ça là. Super. Et c'est un magazine papier ou il existe aussi en format numérique ? Alors les Others, ils ont un site au format numérique où il y a beaucoup d'idées de rando. Trop bien. Et là, ce petit truc dont j'ai parlé, c'est en physique en fait. C'est des petites cartes, donc ça s'achetait sur internet. Ils ont appelé ça, ça s'appelle recto verso, je crois, la carte méthode, un truc comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Donc ouais, globalement, en tout cas, si on cherche des idées, moi souvent je cherche des randos, je cherche déjà des idées de rando et après je vois si je peux y aller avec mon chien quoi. Donc il y a les Others qui sont cool, il y a Chiloé aussi qui édite pas mal d'idées de micro-aventures. Ils font aussi d'ailleurs des micro-aventures, des sorties avec un guide. Ça peut aussi être un moyen de se tester, de commencer, hein, si on a envie de débuter en rando, qu'on a un peu peur et tout, partir avec un guide de montagne, c'est top hein, pour avoir des bons conseils sur le matos et puis pas être pas stressé quoi, donc ça peut être un bon truc. Tout à fait. Et il y a des guides aussi qui proposent des aventures exclusivement dog-friendly. On en a parlé justement sur le podcast il y a peu avec Charles qui fait des expéditions en Suède 2 fois par an pour les personnes qui veulent voyager avec leur chien. Ok, trop bien. Ouais, j'avais, tu vois, je savais pas que ça existait, mais je me doutais que ça devait exister. Ouais, c'est carrément une bonne idée. Je sais que les guides de montagne, je sais que moi, par exemple, on m'a déjà proposé de venir avec mon chien, même si c'était pas spécifié. Donc aussi, ne pas hésiter à se prendre un guide et puis à demander si vous pouvez amener votre chien. Hein, la plupart du temps, je pense que ça posera pas de soucis. Donc ouais, niveau contenu, pour s'inspirer, moi j'aime bien Chiloé et les Others. J'aime bien le magazine Outside aussi qui est... qui est en ligne. Et puis après, si je peux me permettre de faire un tout petit peu de pub pour mon blog qui s'appelle rando-roadtrip.com parce que quand je suis rentrée d'une rando avec Pisco, je vais résumer l'aventure et puis j'essaye de donner les petites indications sur le côté pratique quoi, les étapes, où est-ce que j'ai dormi, comment se ravitailler. J'essaye de résumer mes randos un peu clés en main pour des gens qui voudraient se lancer.
Voilà. C'est une super idée et je mettrai tout ça en description si vous voulez aller voir tout ça. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'infos sur les aventures de Mathilde et de son toutou. C'est super, t'as donné plein de clés pour pouvoir commencer la rando et le trek avec son chien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais envie de partager ? Écoute, je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai envie de dire aux gens, voilà, n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, que ce soit à d'autres marcheurs. Si vous êtes sur Insta et que vous les suivez, souvent ils sont contents de partager leurs conseils. Appelez les offices du tourisme, appelez les refuges. Souvent, les gens vont donner facilement des conseils. Partez en groupe, partez avec un guide. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment que du bonheur avec son chien et puis les chiens sont tellement heureux voilà, c'est comme des balades hyper longues pour eux, donc ils sont tellement contents. C'est vraiment un truc qui moi je trouve a renforcé ma relation avec mon chien, de vivre des aventures ensemble, de dormir sous la tente ensemble. Vraiment c'est vraiment de très très chouettes moments. Voilà, et puis le conseil vraiment c'est commencez petit à petit, testez-vous, ayez le sac le plus léger possible vraiment, mais non voilà, je pense que j'ai un peu tout balayé. Et puis si jamais suite à cet épisode vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me contacter sur Insta, soit à contacter Twip qui fera le relais, j'imagine. C'est avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. Donc, s'ils veulent te contacter, c'est le même nom que sur ton site internet, rando-roadtrip. C'est ça. Où ils peuvent te poser toutes leurs questions. Super. Je te remercie beaucoup, Mathilde, pour ce moment. C'était très, très chouette. Et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.